Bonjour à tous. On va pouvoir démarrer. Déjà, je me présente, Hélène Pélez-Bachelier. Je suis maire d'une petite commune de Véronne, dans la vallée de la Drôme, et active aussi au sein du SCOT depuis 2-3 ans. Voilà. Déjà, je tiens à excuser Loïc Morel, le président du SCOT, qui a eu des contraintes familiales et qui, au dernier moment, n'a pas pu se joindre à nous. On excuse aussi Octavie Fink, qui est la chargée de mission au SCOT, qui a organisé toute cet après-midi et qui malheureusement est malade. Donc voilà. Et donc on va déjà reparler de la présentation du SCOT de notre territoire en quelques mots. C'est quoi un SCOT ? Donc c'est un syndicat mixte qui élabore et met en œuvre un schéma de cohérence territoriale de la vallée de la Drôme pour les 20 prochaines années. L'objectif, c'est de satisfaire les besoins immédiats et futurs de la population, tout en préservant les ressources pour les prochaines générations. Où est-ce qu'on en est, nous, pour notre SCOT, entre la 3CPS et la CCVD ? Donc ça a été prescrit en 2017, donc ça fait déjà 5 ans. Et on est actuellement dans la phase finale du document d'orientation et d'objectifs, le DOO. Normalement, l'approbation du SCOT est prévue début 2024. Les caractéristiques du territoire du SCOT de la vallée de la Drôme, c'est qu'on est un SCOT rural, c'est-à-dire qu'on a 44 communes, dont 3 petites villes de demain, donc Loriol, Livron et Cré, 46 305 habitants en 2019. On est un territoire très attractif et dynamique, qui se caractérise entre autres par une croissance démographique soutenue. Depuis plusieurs années, l'attractivité est telle qu'on accueille beaucoup de monde. Mais ce qui caractérise également par une forte pression foncière, avec un marché immobilier très tendu et une offre de logement, notamment locatif, qui n'est pas en adéquation avec la demande. Ça, c'est un gros problème, mais qui est aussi assez global sur beaucoup de territoires en France où le problème de logement est crucial. Les enjeux pour notre territoire, en cohérence avec la loi Climat et Résilience et l'objectif ZAN, c'est l'urgence à développer de nouvelles façons d'aménager les territoires. C'est l'objet de cet après-midi qu'on va passer ensemble. Il faut être plus économe en foncier, plus sobre, avec des formes urbaines plus denses, mais qui correspondent aussi à l'identité des villes et des villages et qui participent à créer un cadre de vie agréable et inclusif. Ce qui implique la nécessité d'avoir une pensée et une vision globale de l'aménagement qui peuvent se traduire notamment par la mise en place de stratégies foncières. C'est ce qu'on va voir avec les différents exemples qu'on va vous présenter cet après-midi. Donc l'intérêt de la conférence de cet après-midi et un petit récapitulatif rapide du déroulement, c'est que ça va nous permettre de prendre du recul pour mieux appréhender les nouveaux besoins, les nouveaux usages et réussir à se projeter dans ce à quoi pourrait ressembler l'aménagement des villes et villages de demain. C'est ce que nous découvrirons dans le premier temps de cet après-midi avec la conférence de Valérie Joussomme. On avait la volonté de faire en sorte que cette conférence soit adaptée aux enjeux et aux problématiques de notre territoire. Et c'est ce qu'on verra dans le second temps de l'après-midi avec la présentation de 3 projets inspirants qu'on développera tout à l'heure, qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc cette conférence est un premier pas puisqu'en fait la thématique sera approfondie tout au long de l'année prochaine avec notamment des organisations d'ateliers et de visites de terrain. Voilà. Donc c'est vraiment le premier pas vers un travail qui sera collectif et continu tout au long de l'année prochaine. Donc maintenant, je vais vous présenter la personne qui va nous faire la conférence en première partie. C'est Madame Valérie Joussomme, qui va nous rejoindre sur la scène. Elle est maître de conférence à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes et elle est membre de l'équipe de recherche du CNRS Espace et Société. Elle s'intéresse depuis une bonne vingtaine d'années aux campagnes et à l'évolution de l'aménagement en milieu rural, qui est quand même spécifique et bien différent des aménagements urbains. Elle est également auteure du livre Ploug Pride, un nouveau récit pour les campagnes, qui est d'ailleurs derrière dans la petite pièce, si vous en voulez un exemplaire à la sortie. Voilà. Et dans lequel elle s'interroge sur le rôle et les atouts des territoires ruraux dans les transitions sociétales. Voilà. Donc je vous cède la parole. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui à Eure. Donc je viens de la région nantaise et pour vous résumer très rapidement ma carrière, moi j'ai commencé à travailler sur le thème des bourgs et des petites villes au moment où ont été mis en place les lois sur la création des EPCI, donc communautés de communes et communautés de villes à l'époque. Donc j'avais travaillé sur la question des bourgs et des petites villes dans cette perspective-là.
Et puis j'ai continué ensuite sur la question des bourgs et petites villes, dans la question de la rénovation des centres. Et aujourd'hui, je m'intéresse à la question des bourgs et des petites villes et des campagnes sur le thème de la transition dans laquelle nous sommes. Alors, le propos que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je l'ai appelé « On aménage le monde comme on envisage la vie », parce qu'au bout de 25 ans à travailler dans l'aménagement, j'ai compris qu'en fait, souvent, on pense on interprète l'aménagement comme l'équipement. On pense qu'aménager un territoire, c'est équiper le territoire. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est que ça n'est pas ça. Équiper un territoire, c'est une façon de voir l'aménagement. Mais fondamentalement, l'aménagement n'est pas l'équipement. L'aménagement du territoire, qu'est-ce que c'est ? C'est la matérialisation de notre façon de voir le monde. Aménager, d'une certaine façon, c'est matérialiser une idéologie dans le bon sens du terme, on va dire dans le sens noble du terme. On matérialise l'idée que l'on se fait du monde. Et aujourd'hui, l'idée que l'on se fait du monde, ça ne vous aura pas échappé, elle est en train de changer radicalement. Ça veut donc dire que l'aménagement va changer radicalement. Puisque notre façon de voir le monde change, alors l'aménagement va changer. Et si je viens vous en parler, c'est qu'il convient que l'on commence à en parler de façon très urgente, parce qu'il ne s'agit pas de concevoir le SCOT de la vallée de la Drôme qui doit être développé sur 20 ans, aujourd'hui, avec les schémas mentaux d'il y a 10 ans. Parce que sinon, dans 20 ans, vous allez être au moins 30 ou 40 ans en retard. Et donc, c'est ça que je voulais développer avec vous aujourd'hui. L'autre aspect que je voulais développer avec vous, c'est que donc, nous sommes en train de changer notre façon de voir le monde, nous sommes en transition. On parle beaucoup de la transition. Et souvent, vous, en tant qu'élus, on vous parle de la transition en termes d'énergie ou en termes d'écologie. Et je voudrais vous montrer qu'en fait, cette transition, elle est vraiment anthropologique, c'est-à-dire c'est vraiment un changement de notre relation à la Terre et ça va toucher toutes les dimensions de nos vies. Toutes les dimensions vont être touchées. Aussi bien l'art que le soin, que tout. La forme des maisons, tout va changer. Donc voilà un petit peu de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, pour vous faire comprendre que l'aménagement, c'est la matérialisation de l'idée qu'on a de la vie, eh bien, on va repartir loin pour sortir de notre propre culture, pour comprendre comment notre propre culture voit la vie et donc aménage le monde. D'accord ? Donc je vais prendre beaucoup de recul, je vais partir dans des temps très anciens, mais ne vous inquiétez pas, je vais réatterrir et on va revenir dans des cas très concrets de l'actualité. Donc la question qu'on va se poser, c'est quel est donc notre imaginaire collectif, comment est-ce qu'on voit le monde et comment est-ce que ça se matérialise concrètement dans notre urbanisme, dans notre aménagement du territoire. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous voyez, je repars dans le lointain, mais encore une fois, c'est pour vous faire comprendre, on va sortir de notre culture pour mieux la comprendre et mieux voir qu'on peut sortir de notre culture, qu'on est en train de le faire, mais c'est une forme d'effondrement, mais ça peut ne pas être dramatique. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être au monde ? Alors, on va partir sur un point très simple. Qu'est-ce que c'est que d'être au monde et de voir le monde ? Bien, qu'est-ce que c'est que le monde ? À preuve du contraire, j'existe parce que j'ai un corps et que ce corps est incarné dans l'espace et dans le temps. D'accord ? Donc, être au monde, c'est avoir un corps et être dans l'espace-temps, c'est-à-dire sur la Terre. Dans l'histoire de l'humanité, on a connu 3 façons d'habiter la Terre, jusqu'à l'ère de la modernité qui est la nôtre, et nous sommes en train de rentrer dans une 4e ère, que moi j'appelle l'ère de la noosphère. Alors la première façon d'habiter la Terre, c'est l'ère sauvage. Je ne parle que des humains comme vous et moi, Homo sapiens, strictement comme vous et moi, d'accord ? Donc pendant l'essentiel de notre existence, nous avons vécu dans la nature sauvage. C'est pour ça que nous l'appelons l'ère sauvage. Nous vivons, notre premier environnement de vie, c'est la nature sauvage. Alors on peut dire que la nature sauvage, comment se caractérise cette façon d'être au monde ? Nous étions des cueilleurs, chasseurs, pêcheurs, nous vivions en famille,
par groupe d'une dizaine, une douzaine, puisqu'on ne peut pas être tellement plus pour avoir de la nourriture. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire qu'il semblerait, si on prend le paléolithique européen, que on pense que la vie vient du ventre des femmes. Hein. Il y a une fascination pour la mer, on pourrait dire que c'est l'âge de la mer. Quel est notre rapport à l'espace et au temps? Eh bien, pour des chasseurs-cueilleurs, l'espace est un cheminement, on circule, on chemine. Et puis, qu'est-ce que le temps pour des chasseurs-cueilleurs? Eh bien, le temps, il est occasionnel. C'est-à-dire, c'est maintenant ou c'est pas maintenant. C'est maintenant que je tire à l'arc, c'est maintenant que je m'enfuis parce que c'est dangereux, ou alors c'est pas maintenant, et alors si c'est pas maintenant, il y a le temps. Et donc, on peut dire que notre premier siège de la prise de décision, c'est au niveau de l'abdomen, on est sur du ressenti. D'accord? Donc, c'est maintenant ou c'est pas maintenant, on est ici. Je ne développe pas plus parce qu'il n'y a pas de mémoire sociale de cette période sauvage. Pourquoi? Parce que les chasseurs-cueilleurs n'aménagent pas le territoire, ils sont dans une nature sauvage. Donc, il n'y en a pas de mémoire en termes d'aménagement. Par contre, ça peut être intéressant de garder ça à l'esprit parce que dans la transition que nous vivons, les mémoires vivantes des chasseurs-cueilleurs existent en Amérique, par exemple, et on peut les utiliser, par exemple, pour réfléchir pour le droit. Par exemple, en Amérique ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie, on va, par exemple, réfléchir à la question du droit juridique pour les fleuves, pour les arbres, pour les montagnes. C'est quelque chose dans la société moderne qu'on ne sait pas faire. La nature n'a pas de personnalité morale. Mais on peut apprendre des chasseurs-cueilleurs, on peut recycler les mémoires des chasseurs-cueilleurs pour réinventer une nouvelle façon de voir le droit, et notamment le droit environnemental. Donc, il n'y en a pas de mémoire, ça a disparu en Europe et en Eurasie. Donc, il y a une première révolution dans l'histoire de l'humanité qui va changer notre relation à l'espace et au temps, et donc au monde, et à la façon de le voir, et à la façon de l'aménager. Cette première révolution, c'est la révolution agricole, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'invention de l'agriculture? C'est la domestication des plantes et des animaux. Et donc, nous allons rentrer dans l'ère paysanne, le temps des paysans. Et ce temps des paysans, ça va produire notre deuxième environnement de vie. Et là, on en a la mémoire sociale, et là, on en a des mémoires en termes d'aménagement, puisque l'aménagement de la France, grosso modo, date de cette époque. Donc, là, on va rentrer dans l'âge de la terre, et en devenant paysans, les humains vont donc se sédentariser. Nous étions des nomades, nous nous sédentarisons. Donc, puisque nous nous sédentarisons, nous changeons complètement notre rapport à l'espace et au temps. Et donc, on va créer notre deuxième environnement de vie. Cet environnement de vie, c'est une nature qui est domestiquée, cultivée par les hommes. Et cette nature domestiquée par les hommes, son nom commun, c'est la campagne. Donc, l'ère paysanne, c'est la campagne comme environnement de vie principal des humains. Alors, quel est le rapport à l'espace des sociétés paysannes? Eh bien, l'espace devient un territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? C'est un espace sous notre contrôle. D'accord? Donc, pour les paysans, l'espace est un territoire qui est entièrement connu, entièrement maîtrisé. On en connaît, on en nomme les moindres détails. Quelle est la relation au temps dans les sociétés paysannes? Bien, c'est pas du tout même si on a vaguement souvenir des sociétés paysannes, c'est pas du tout la même façon de voir le temps que nous. Dans les sociétés paysannes, que ce soit en Afrique, en Inde, partout, dans toutes les sociétés paysannes, le temps est cyclique, c'est-à-dire c'est une roue qui tourne. Dans toutes les sociétés, le temps est une roue qui tourne. Et qu'est-ce que le futur pour nos anciens? Eh bien, le futur pour nos anciens, c'était l'éternel retour du passé. C'est-à-dire qu'au mois de mars l'année prochaine, eh bien, ce sera comme au mois de mars de cette année, on va relabourer, ressemer, et puis on va être reparti pour un tour. Alors, les sociétés paysannes, elles ont deux niveaux de communauté. Les chasseurs-cueilleurs n'en avaient qu'une, la famille. Dans les sociétés paysannes se rajoute une deuxième communauté, c'est la communauté villageoise. Donc, il y a deux niveaux de communauté, la famille, avec laquelle on vit dans une famille élargie, et puis donc la communauté villageoise.
Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'aménagement? Comment est-ce que, puisque là, les paysans vont aménager le territoire, et ça commence à nous intéresser sur les questions d'aménagement. Donc, comment est-ce que, je vais utiliser des métaphores pour nos anciens, si on prend une métaphore, pour eux, le monde est comme un potager. Et on pourrait dire que le monde entier est un potager qu'il convient de maintenir fertile durablement. Donc, toute la façon d'aménager le territoire des anciens, ça va être de nourrir, donc préserver les terres agricoles, s'adapter à toutes les niches écosystémiques. Ça va être de préserver, de maintenir la fertilité, ça c'est le gros du travail, comment maintenir la fertilité des sols durablement. Donc, ce sont des gens qui aiment ce qui est fertile, qui aiment ce qui est durable, donc ils aiment ce qui est de qualité. Et quand on va avoir une industrie, une proto-industrie à l'époque paysanne, eh bien, ce qui va être reconnu, c'est la qualité des savoir-faire de telle ou telle région qui sait bien faire tel tissu ou telle vaisselle. On pourrait dire, si on voulait prendre un vocabulaire contemporain, qui peut être compris par les plus jeunes, on pourrait dire qu'il y a une vision un peu permaculturelle du monde de fait. De la même façon, on va avoir un habitat. Alors, il y a une extrême diversité des paysages agraires. En général, quand on voyage, on va voir les restes de l'ère paysanne. On va voir les vieux bourgs, les vieilles villes, les vieux centres-villes. On va voir ce qui peut rester des paysages agricoles anciens, par exemple en Toscane. Voilà, on va aller voir les terrasses, on trouve ça magnifique. Donc, c'est extrêmement diversifié. Depuis les polders du bord de la mer jusqu'aux estives, tout est aménagé, tout est entretenu, tout est cultivé, etc. Et puis, de même, eh bien, les maisons, on fait avec les matériaux naturels à disposition. Il n'y a pas de système de transport très important. Donc, on fait avec les matériaux à disposition. Et puis, en général, avant l'invention de la carte postale au 19e, on n'a aucune idée de savoir comment les gens vivent à 50 km. Donc, en général, on fait sa maison en regardant un peu ce qu'avait fait le voisin à côté il y a quelques années. Et donc, on a des styles architecturaux régionaux tout à fait particuliers. En plus, rappelez-vous, comment se construisait un bourg ou un village? Eh bien, c'était la maison de la famille machin, suivie de la maison de la famille truc qui a fait ça 10 ans plus tard, et puis l'autre famille un peu plus riche, etc. Donc, on pourrait dire que l'urbanisme est relativement démocratique parce que soit ce sont les gens qui font leur maison pour eux, soit, au mieux, ils demandent à un maçon de la faire. Mais on peut dire que c'est quasiment l'habitant qui fait sa maison. Donc, on peut dire que l'urbanisme est vraiment démocratique, c'est la maison de l'habitant. Donc, voilà un petit peu le monde potager. Alors, ça, on en a souvenir, la base du peuplement de la France est de cette époque-là. Alors, bien sûr, les villes, vous allez me dire, oui, mais les villes, elles existaient à l'ère paysanne, oui. Les villes vont naître en même temps que la campagne, mais ayez conscience que pendant l'ère paysanne, les villes représentent 4-5% de la population. Donc, les villes existent, c'est pas ça, mais c'est pas l'ère des villes, c'est pas du tout l'environnement de vie majoritaire. On va le voir, l'environnement de vie majoritaire de la ville est l'environnement de vie majoritaire de l'ère de la modernité. Donc voilà l'ère paysanne, on en a les bases, vous en avez les bases, on en a les souvenirs, on sait ce que c'est, vous voyez tous de quoi il s'agit. Cette ère paysanne, elle s'est effondrée. Elle a totalement disparu, la culture paysanne, toute cette façon de voir le monde a complètement disparu sous l'effet d'une nouvelle révolution technique qui va changer notre façon de nous relier à l'espace et au temps, de concevoir l'espace et le temps, et donc notre façon d'être au monde, et donc notre façon de l'habiter et de l'aménager. Cette deuxième grande révolution qui va transformer notre société, eh bien, c'est la révolution industrielle. Thermo-industrielle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette révolution? On pourrait dire que c'est l'ère du feu. Après l'ère de la terre, on va passer dans l'ère du feu, mais pas le feu chaleur, parce que ça, on le maîtrisait déjà depuis longtemps. C'est la révolution, c'est la maîtrise mécanique du feu. C'est-à-dire, c'est la révolution industrielle d'un point de vue économique, elle se développe quand les humains arrivent à transformer de la chaleur en mouvement.
par ce qui va faire le travail, c'est le moteur. Le moteur à vapeur, le moteur électrique, le moteur à explosion, enfin le moteur thermique que de nos voitures actuelles. Et donc, on pourrait dire que d'un point de vue économique, qu'est-ce que la modernité, qu'est-ce que notre culture? C'est la vie motorisée. C'est la meilleure définition qu'on peut donner de l'ère de la modernité thermo-industrielle, c'est la vie motorisée. Et donc, les moteurs vont occuper l'industrie, l'agriculture, notre vie domestique par les appareils électroménagers, la vie de bureau par les ordinateurs, etc. Donc, c'est la vie motorisée, ça veut dire qu'il y a une puissance mécanique qui va s'ajouter à notre puissance, et alors ça va nous donner une puissance énergétique énorme, mais vous comprenez pourquoi nous avons autant besoin d'énergie fossile. Pour alimenter le feu qui lui-même alimente les moteurs. Donc la révolution industrielle, d'un point de vue économique, c'est la maîtrise mécanique du feu, c'est la vie motorisée. D'un point de vue sociologique, qu'est-ce que la modernité? On pourrait dire la meilleure définition de la vie moderne, c'est sociologiquement la vie bourgeoise pour tous. Pourquoi? Parce que quel est le groupe social qui va prendre le pouvoir avec la révolution de la modernité? C'est une catégorie très minoritaire dans l'ère paysanne. Je vous le dis parce que c'est intéressant de comprendre le rôle des minorités dans les révolutions qui passent. En effet, dans l'ère paysanne, il y avait des paysans et puis des aristocrates qui possédaient la terre, et donc qui étaient la base du pouvoir politique et monarchique. Eh bien, les commerçants, eux, c'était un petit groupe assez très restreint, mais ces commerçants vont commencer à... donc, ils s'étaient développés avec Venise, la Hanse, etc. Ils faisaient du commerce. Mais c'est surtout avec la découverte des Amériques que va se mettre en place l'ébauche du grand capitalisme de commerce et d'industrie qui va se mettre en place avec la fondation des compagnies des Indes. Ces compagnies des Indes, c'est des sociétés privées qui vont être mandatées par les États européens, les États monarchiques, pour négocier, conquérir les terres et négocier et faire du commerce. Et donc, cette classe bourgeoise va se développer jusqu'à prendre le pouvoir politique à la Révolution française et prendre le pouvoir économique avec la Révolution industrielle. Donc, on peut dire que, deuxième remarque, l'ère de la modernité, qu'est-ce que c'est? C'est la vie motorisée économiquement et deuxièmement, c'est la vie bourgeoise pour tous. Et donc, vous comprenez que ces bourgeois, c'est leur culture, c'est leur modèle culturel qui va s'étendre petit à petit à toute la société. Et donc, vous comprenez pourquoi ça va partir des villes, des plus grandes villes où ils se trouvent, et puis ça va se disperser dans les autres classes sociales et se disperser dans le territoire. Et les derniers à être acculturés par la modernité, ça va être bien sûr les paysans. Les paysans vont rester le plus longtemps et le plus tardivement dans leur culture paysanne, mais ils vont être acculturés, les paysans vont être acculturés définitivement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, d'un point de vue philosophique, on pourrait dire que l'ère de la modernité, notre culture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la philosophie des Lumières. Alors, la philosophie des Lumières, vous les connaissez, Voltaire, Diderot, Rousseau, voilà. Donc, 18e français. On va retenir deux idées des Lumières. La première idée, c'est que l'homme est séparé de la nature. Donc, l'homme est séparé de la nature. Ça veut donc dire... et donc, ça veut dire qu'il est maître et possesseur de la nature. Donc là, on va passer dans une logique de domination de la nature. Les nomades, ils étaient en fusion dans la nature. Les paysans, ils étaient en lutte contre la nature. Les modernes, eux, ils sont dans une situation de domination de la nature. Autre élément, donc ça, c'est la première chose à retenir, la séparation de l'homme et de la nature et la domination de l'homme sur la nature. Et puis, la deuxième idée à retenir, c'est « je pense, donc je suis ». Donc, on a vu que les chasseurs-cueilleurs, le premier centre de décision, il est au niveau du ventre. Dans les sociétés paysannes, je ne l'ai pas trop développé, on est dans des sociétés, c'est l'homme qui croit en Dieu, dit l'anthropologue Emmanuel Todd. Les paysans, c'est l'homme qui croit en Dieu. Et donc, on est plutôt dans l'ère des religions. Et donc, on est plutôt dans l'ère de la foi. Et les prises de décision se font plutôt sur qu'est-ce que mon Dieu me conseille de faire dans la situation.
voyez ce que je veux dire? Là, avec l'ère moderne, on est vraiment, je pense, donc je suis, c'est dans ma tête, je vais décider avec ma tête de façon rationnelle et comptable, hein, puisque on est dans une société bourgeoise de marchands, nous sommes tous des petits marchands, et donc on va compter dans notre tête, d'accord? On pourrait dire que, et donc, cette ère de la modernité, voilà un petit peu ses fondements. Alors, je vous ai dit que l'ère sauvage, c'est plutôt l'ère de la mer, c'est l'enfantement, la vie vient de l'enfantement. Dans l'ère paysanne, la vie vient de la semence. Et on pourrait dire que l'ère paysanne, c'est plutôt l'âge du père, du patriarcat. La société moderne, elle, c'est Michel Foucault qui dit ça, la société moderne, c'est l'intellectualisation du patriarcat. C'est-à-dire que ce n'est pas le père qui commande, mais on va avoir des chefs. On est vraiment dans une société hiérarchique, donc on va avoir des généraux, des instituteurs, voyez. Et Michel Foucault dit, la société moderne est une société disciplinaire. Alors, moi je dis disciplinée, je trouve que c'est plus doux, mais Michel Foucault, lui, il ne va pas de main morte, il dit, les sociétés modernes sont des sociétés disciplinaires, et il dit, c'est une intellectualisation du patriarcat, mais les individus, c'est vraiment l'âge des enfants. Alors, on pourrait dire que c'est l'enfant qui apparaît sur les portraits de famille, le père, la mère et les enfants. Bien sûr, il y a l'enfant qui apparaît à la modernité et puis qui va devenir l'enfant roi à la fin de la modernité. Mais on pourrait dire aussi que les individus sont un peu comme des enfants obéissants dans un premier temps. Et Michel Foucault dit, l'ère de la modernité, c'est vraiment le grand enfermement des corps et c'est l'autoritarisme. Donc, les enfants sont dans les écoles en blouse noire, en uniforme noir. Les jeunes hommes, on va les mettre en casernement en kaki. Les ouvriers, c'est surtout les hommes qu'on enferme d'abord. Les ouvriers, on va les mettre dans les usines en bleu. Les fous et les malades, on va les enfermer dans les hôpitaux en blanc. Hein. Donc, c'est le grand enfermement des corps, l'ère de la modernité. Ce sont des sociétés autoritaires avec une intellectualisation du patriarcat. D'un point de vue du corps et donc de la sexualité, on peut dire que la modernité se caractérise par la séparation progressive entre sexualité et reproduction. Alors ça, c'est le fait des libertins au XVIIIe, mais vous voyez que ça arrive, ça devient la norme pour tout à chacun. On comprend que la sexualité, ce n'est pas la même chose que la reproduction. Vous comprenez aussi pourquoi aujourd'hui se pose la question du genre. C'est parce que ce cheminement de séparation entre sexualité et reproduction a été fait dans la modernité. Donc voilà un petit peu tous les fondements de notre culture. Alors qu'est-ce que ça donne comme environnement de vie? Eh bien, on va le voir, mais dans plus de détails, mais on peut dire que après la nature sauvage, après la nature aménagée par l'homme, eh bien le troisième environnement que l'ère moderne va créer, ce sont les mondes artificiels, c'est-à-dire des mondes intégralement construits par les humains. On pourrait dire que la ville, une des définitions la plus simple de la ville, ce serait de dire qu'est-ce que la ville? Eh bien, c'est un environnement de vie construit intégralement par les humains. Et donc, c'est la ville moderne. Alors, pour comprendre ça, eh bien, je vais reprendre mes métaphores. La société moderne, nous sommes une société de bourgeois affairés qui souhaitent faire du business. Et donc, qu'est-ce que le monde pour les modernes? Eh bien, c'est une vaste usine. Le monde est comme une usine à produire et à consommer. Et qu'est-ce que l'humain là-dedans? Eh bien, l'humain, il est lui-même une machine biologique indépendante de son environnement. L'esprit n'existe pas. Les sociétés modernes sont des sociétés matérialistes. Seule la matière existe. Et donc, on va avoir cette vision du monde comme une usine. Alors vous allez dire, à quoi ça a un rapport avec notre aménagement? Regardez, en fait, il faut que ce soit propre. Donc le monde moderne aime le contrôle, il domine la nature. Donc il faut que ce soit propre, on a horreur des plantes sauvages. On va goudronner les cours de façon à ce qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse. On va rectifier les systèmes de drainage parce que c'est sous contrôle. Les petits ruisseaux qui tortillent, non. Faisons ça droit. On n'a pas envie d'avoir des trucs, les marécages, les choses, les eaux stagnantes, c'est pas sain, c'est pas propre. Alors, on va drainer tout ça. On préfère drainer puis irriguer
plutôt que de risquer d'être sous la domination de la nature. Toutes les parcelles sont géométriques, hein, tout est tiré au cordeau. Regardez les lotissements, ça n'a plus rien à voir avec une ville du Moyen-Âge, par exemple, où ça paraît un vrai labyrinthe à côté. Donc, il y a ce côté, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit ergonomique. Le plus important, c'est qu'on puisse y aller en voiture et que ça circule bien. Donc, vous comprenez pourquoi, finalement, on peut dire, hein, la voiture dort dans la chambre à côté de la vôtre. Parce que c'est pratique. Hein, vous rentrez quasiment dans le salon avec la voiture. Alors que les maisons anciennes ont toujours des dépendances. Dans les pavillons, il n'y a pas de dépendance. Puisque tout est ergonomique, on va intégrer le garage dans la maison. Et puis, c'est pas cher. Puisque c'est une usine, hein, on est dans l'idée qu'on va baisser les coûts de production. Hein. Donc, il faut que ce soit propre, pratique et pas cher. Donc, fini la déco. Les génoises, les balcons trop compliqués. Non, 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 vous voyez que tout au long de la modernité, la décoration disparaît absolument. À tel point que vous regardez une usine du début de la révolution industrielle, c'est encore très joli, très décoré, etc. Aujourd'hui, on a des cubes en bardage tôle, vous voyez. Donc, vous voyez qu'on est sur c'est propre, c'est pratique et c'est pas cher. Alors, moi, j'aime bien reprendre une grande philosophe française contemporaine, donc Florence Foresti, qui dit c'est pratique, c'est moche, mais c'est pratique. Mais elle dit il faut faire attention quand même, parce qu'à force de dire c'est moche, mais c'est pratique, un jour tu te réveilles et c'est la fête du moche chez toi. Et effectivement, quand on voit parfois nos communes, on se dit mais c'est un petit peu la fête du moche, parce que c'est vrai que c'est propre, pratique et pas cher. Et donc, vous voyez, le monde est une usine, et donc on va être dans un aménagement du territoire qui va être zoné. C'est-à-dire, on va avoir la zone de production, alors on va mettre des zones industrielles, voilà. On a des zones de consommation, donc ça va être les zones commerciales, on va mettre là le supermarché, tout ça. Et puis, on va avoir des zones, il faut se distraire dans la société moderne, donc des zones de distraction, donc zones de loisirs, zones de tourisme. Et puis, il faut bien se loger, donc zone résidentielle. Et chacun est dans sa zone. Et puis, il y a une grande courroie de distribution de ce système territorial usine, qui est donc la voie publique, qui sert à faire circuler les camions et les voitures. Vous avez remarqué, j'attire votre attention, dans la société moderne, l'espace public est intégralement dévoué à la circulation motorisée. Il n'y a pas le droit d'être immobile dans l'espace public. La preuve, c'est qu'on est capable de faire de l'urbanisme anti-SDF. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde d'usine, on ne veut pas de feignants, donc il faut que tout le monde ait l'air de courir. Donc dans l'espace public, vous avez le droit soit de consommer, soit de vous rendre au travail, mais vous n'avez pas le droit de vous y arrêter. Pensez-y, parce que demain, l'espace public ne servira pas à ça. C'est parce que nous pensons que le monde est une usine que l'espace public ne sert qu'à la mobilité. Et alors aujourd'hui, on dit « Ah, il faut enlever les voitures, mais pour mettre quoi ?» Des trottinettes électriques. C'est toujours de la mobilité, vous voyez ? Donc voilà un peu le monde moderne, on va dire, des 30 glorieux jusqu'aux années 2000, 2010. Voilà le monde dans lequel nous vivions. Sauf que ce monde dans lequel nous vivions, eh bien, il a connu une nouvelle révolution qui fait changer, encore une fois, la relation à l'espace et au temps. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais dans la société moderne, l'espace est un réseau de communication, mais surtout le temps est linéaire. Pour vous et moi, dans cette salle, on est tous persuadés que le temps est linéaire. Et que comme nous sommes une société d'évolution technique, eh bien, faisons du passé table rase. Donc, on ne regarde pas derrière. Il n'y a pas le droit de regarder derrière. Si vous regardez derrière, on va vous dire « Ah, mais tu es un nostalgique, tu veux qu'on retourne à la bougie. » hein. Donc, on n'a pas le droit de regarder derrière. On a le droit de courir vers le futur. Et d'ailleurs, les aménageurs, en général, ils font des futurs quartiers pour des futures entreprises, des futurs camions, des futurs habitants, pour le futur. Mais on n'aménage jamais, quasiment, pour les gens qui sont déjà là, pour le présent.
Alors cette nouvelle révolution, c'est la révolution numérique. C'est l'invention d'Internet, 1990. En 1990, quand Internet s'est diffusé, eh bien, on n'a pas tout de suite compris qu'on allait changer de façon de voir l'espace et le temps, de voir le monde. Et donc, on n'a pas tout de suite compris que ça allait balayer notre culture. Et dans un premier temps, on s'est dit, la révolution numérique, on va continuer l'ère de la modernité, c'est super, ça marche, on est content, tout va bien. On va continuer comme on faisait, mais de façon exaltée par le numérique. C'est-à-dire, grâce au numérique, on va aller encore plus loin, encore plus vite, on va être encore plus puissant. Tout ça grâce au numérique. Et donc, on va aller vers une hyper-modernité. Mais ça n'allait pas changer fondamentalement nos bases de la modernité. Donc, voilà, vous comprenez un peu où on en est. C'est qu'on en est là. C'est-à-dire, on voit bien tous là que la révolution numérique, en fait, elle balaye toutes les bases de notre culture et elle est en train de balayer la modernité. Et la modernité va s'effondrer comme s'est effondrée la civilisation paysanne. Le problème, c'est que quand la civilisation paysanne s'est effondrée, il y avait un autre modèle qui était désirable. C'était le modèle de la modernité. Nous, aujourd'hui, on voit bien que la modernité est en train de s'effondrer. Pour autant, on n'a pas une vision très limpide du monde d'après. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux mondes d'après. Il y a deux projets de futur qui sont en train de se polariser, qui sont en train de se séparer. Et on voit qu'il y a de plus en plus deux projets de futur, deux projets de société qui ne sont pas très compatibles l'une avec l'autre. Alors, je vais essayer de vous présenter ces deux scénarios qui sont en train de se dessiner. Le premier scénario, il est issu de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, c'est le scénario qui paraissait évident il y a 20 ans. C'est le scénario hyper moderne. Donc, le numérique serait une exaltation technologique de la modernité, mais ne remettrait pas en cause ses fondements. Alors, ce récit-là, vous voyez, je vous ai mis, c'est un récit qui est centralisé et oligarchique. D'où vient ce récit ? Ce récit, il vient des pouvoirs en place. Ce sont les pouvoirs de la modernité qui n'ont pas envie de perdre leur pouvoir. Un petit peu comme, si vous voulez, les monarques issus de l'ère paysanne n'avaient pas envie de perdre leur pouvoir dans le développement de la bourgeoisie industrielle. Et donc, ces pouvoirs capitalistes en place, ces grands pouvoirs financiers, eh bien, eux, ils sont favorables à une hypermodernité qui ne remettrait pas en cause leur pouvoir. Et donc, l'idée, c'est de continuer comme on faisait dans la modernité, mais de façon exaltée. Alors, si on prend une métaphore, on peut dire qu'est-ce que le monde ? D'abord, on l'entend beaucoup dans les médias. Qu'est-ce que le monde ? Eh bien, le monde, il n'est plus comme une usine. Le monde est comme un ordinateur. Alors, on a beaucoup de métaphores sur le monde est un ordinateur, etc. Et qu'est-ce que l'humain là-dedans ? Qu'est-ce qui fait l'humain ici ? Eh bien, l'humain, ce serait une sorte de composant biotech qui appartiendrait à ce monde ordinateur ultra connecté. Et les humains, qu'est-ce qu'ils seraient ? Donc des composants biotech, c'est-à-dire que nous sommes connectés via Internet aux objets. Donc on va être connecté à notre voiture, à notre frigo, à notre ordinateur, à notre compte en banque. C'est-à-dire que l'humain devient de plus en plus objet connecté au monde ordinateur. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes d'environnement de vie ? Eh bien, ce rêve, ce monde d'après hyper moderne, génère un quatrième environnement de vie qu'on n'a jamais connu. Ce sont les mondes virtuels. Les mondes virtuels, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mondes où on pourrait dire que l'espace-temps naturel ont été vaincus. Alors, on n'est pas encore capable de se téléporter. Hein. Mais, voilà, à part ça, voilà. Donc, l'espace et le temps sont vaincus. Et donc, on va dans des mondes virtuels. Alors, bien sûr, on pourrait dire que le métaverse, vous voyez, c'est l'aboutissement un peu de ces mondes virtuels. Mais prenez conscience qu'on peut avoir des symbioses. Par exemple, on pourrait imaginer dans des villes qu'il y ait des statues virtuelles, par exemple. Vous voyez, il y a des statues, mais il n'y a pas vraiment de statue matérielle, c'est juste un hologramme.
mais regardez aussi comme nos mondes deviennent virtuels. Par exemple, l'usage de nos smartphones peut rendre la réalité un peu virtuelle. Alors je vais prendre l'exemple, moi je viens donc de la région nantaise, il y a l'île de Noirmoutier qui n'est pas très loin. J'ai appris récemment qu'il y a une jeune fille qui roulait avec son GPS, et puis je ne sais pas ce qui lui a indiqué le GPS, toujours est-il qu'elle s'est retrouvée dans l'eau. C'est une île très basse, alors il n'y a pas de falaise si vous voulez, mais elle a roulé, elle devait être un peu sur la grève, je ne sais pas où elle était, elle s'est retrouvée dans l'eau, c'est-à-dire elle aurait juste ouvert les yeux, on est d'accord? Elle aurait vu qu'il y avait de l'eau, enfin c'était la mer. Non, ben, sa voiture, elle l'a mise dans la plage, elle a réussi à se mettre dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle regardait son GPS. Donc vous voyez que là, on peut dire déjà, est-ce que cette femme n'est pas dans un monde virtuel déjà, qu'elle ne prend plus? Et combien de fois j'ai entendu des élus qui me racontent qu'il y a des camions de 30 tonnes qui se sont coincés dans la rue centrale, alors qu'il y a des panneaux, il y en a 5 qui disent qu'on ne peut pas passer, mais que comme le gars regarde son GPS, eh bien il passe quand même, parce qu'il est dans un monde virtuel. Voyez? Donc on va vers des mondes virtuels, mais vous voyez aussi que alors, le chaînon entre la ville, monde artificiel, et les mondes virtuels, le chaînon qui est en train de se créer, c'est la Smart City. Qu'est-ce que c'est que la Smart City? C'est la ville intelligente. Qu'est-ce qu'une ville intelligente? C'est une ville qui capte massivement de la donnée numérique pour organiser, pour s'auto-organiser, pour organiser les flux de bus, de rames de métro et tout ça. Et donc, vous voyez bien que en fait, cette donnée massive, on la capte sur les gens qui sont là, mais sur les smartphones. Donc, pour le moment, c'est sur vos smartphones. Mais vous comprenez bien qu'on peut mettre des caméras de reconnaissance faciale et puis on va capter des données sur vous. On peut capter votre température corporelle. Et puis, si vous avez plus de 37,5, vous ne rentrerez pas dans la gare. Et puis, vous pouvez avoir des bracelets. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que les collégiens de la Sarthe se sont vus attribuer par le conseil départemental des bracelets qui mesurent tout un tas de données corporelles dont on ne sait pas trop quelles sont les fins et qui va étudier ça. Donc, il y a eu plein de parents qui se sont, de façon, je pense, légitimement inquiétés et qui ont refusé ça. Mais c'est quand même une réalité qui se développe. Donc, on voit aujourd'hui que la révolution numérique qui nous entraîne vers l'hypermodernité nous fait changer de perception de l'espace-temps, de notre corps, de la matérialité, puisque l'ère de la modernité, c'est vraiment une société très matérialiste avec des objets, de l'avoir. Là, l'ordinateur, ça dématérialise. Donc, nous, on pensait dans cette salle en 1990, devant Internet, que ça allait être la même chose en plus beau, vous voyez ? Eh bien, on se rend compte que non, ça ne peut pas être la même chose parce que le numérique change notre rapport à l'espace-temps, au monde, et donc change notre vision du monde et change tout. Et donc, on a ce premier projet qui est un récit, vous voyez, oligarchique, il vient du pouvoir et il est centralisé. Le récit hyper moderne, il est le même en Chine, aux États-Unis, en Europe. C'est le même projet du monde de demain. C'est le monde hyper moderne, on pourrait dire. Et donc, de plus en plus de gens décrochent de ce rêve parce que de plus en plus de gens se rendent compte que c'est une réalité dystopique. Pourquoi ? Parce que c'est une société du contrôle. C'est une société qui, si on l'applique à tout le monde, eh bien, il n'y a pas assez de ressources naturelles. Donc, on voit que ce projet hyper moderne nous emmène tout droit à une catastrophe écologique, à un effondrement écologique, etc., etc. Donc, de plus en plus de gens décrochent. Et donc, c'est la raison pour laquelle se développe un deuxième récit. Que moi j'appelle le récit de la transition. Ce récit, il n'existe pas encore. Il n'est pas encore homogène. C'est un ensemble de récits qui s'agrègent. Alors, il y a des mouvements écologiques, il y a des mouvements paysans, néo-paysans, il y a des mouvements intermondialistes, il y a des mouvements féministes, etc., etc. C'est pour ça, vous voyez, que c'est un récit qui est décentralisé. Il ressort de partout et il est subalterne, c'est-à-dire il vient des classes dominées. Il ne vient pas des classes dominantes. Alors, j'ai essayé de le résumer très rapidement. L'idée, ce serait de dire que la révolution numérique nous entraîne dans un autre monde qui n'est plus celui de la modernité et qu'il nous faut nous sortir
de toutes les règles, toutes les idées reçues, enfin toute la vision du monde de la modernité. Alors j'ai essayé de vous résumer le propos. On pourrait dire qu'est-ce que le monde dans cette perspective-là? Le monde serait comme un jardin, donc vous voyez le désir d'un retour à la nature. Je ne dis pas un potager, c'est plutôt le monde serait comme un jardin. Et qu'est-ce que l'humain est venu faire dans ce jardin? Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, nous serions venus là faire l'expérience de la relation. Relation aux autres, relation aux objets, relation à la nature, relation aux plantes. Et à quoi ça servirait de faire l'expérience de la relation? Eh bien, parce que faire l'expérience de la relation, c'est par un effet de miroir faire l'expérience de qui on est, c'est-à-dire prendre conscience de qui on est. C'est pour ça que dans ces mouvements pour la transition, on parle beaucoup du niveau de conscience, de la conscience de l'homme conscient. D'accord? L'homme conscient, c'est l'homme qui est capable de relations ouvertes, aimantes, etc., conscientes, d'attention, de préservation. Donc, vous voyez qu'on a deux récits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux récits qui sont en train de se polariser dans est-ce que nous voulons aller vers l'hypermodernité, où là, nous sommes les composants biotech d'un ordinateur et qu'on tâche de se rendre de plus en plus objets pour être connectés au système, ou est-ce qu'on utilise la révolution numérique pour prendre conscience, pour pouvoir habiter différemment, vivre différemment, et en même temps prendre conscience qu'effectivement nous sommes reliés. On n'est pas indépendant de l'environnement, nous sommes reliés, mais naturellement, on est un peu comme une antenne naturellement reliée. Donc voilà un petit peu ces deux visions. Alors moi, vous comprenez bien que je vais plutôt alimenter l'aménagement de la transition. On pourrait dire que qu'est-ce que devient la campagne dans l'hypermodernité? Un petit peu comme dans la modernité, à vrai dire, elle n'a pas grand-chose à y gagner. On est d'accord que si on rêve d'un monde ordinateur, de ville, du métaverse et tout ça, la campagne, elle a pas de carte à jouer particulièrement. En revanche, vous comprenez bien que dans ce monde de la transition, eh bien, la campagne, elle a une carte à jouer parce qu'il y a un désir de nature et il y a un ensemble de choses à repenser. Donc, vous voyez que on était dans la vie moderne. Moi, j'y crois pas beaucoup. La vie hyper moderne, c'est ce qu'on essaye de nous vendre. Mais ça ne marche pas. De plus en plus de gens décrochent, ils veulent autre chose. Et vous savez, la vie hyper moderne, elle apparaît dystopique. Il n'y a pas de rêve. Vous voyez, le rêve américain, l'American Way of Life, ça faisait rêver. Le modèle de vie à la chinoise ne fait pas rêver personne. Donc, je ne crois pas qu'on va tellement vers ça. Je pense qu'on va vers ça. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre les couches de l'aménagement du territoire. Dans les 30 Glorieuses, qu'est-ce qu'on rêvait? On rêvait d'une vie moderne. Et la vie moderne, l'étalon, le top de la vie moderne, c'était la vie de ville. Donc, qu'est-ce que faisaient les élus? Ils essayaient d'équiper, de mettre des équipements matériels pour créer une vie urbaine. Donc, on pourrait dire que la première réponse de l'aménagement du territoire, c'était les équipements. Vous vous souvenez qu'il y a eu la désindustrialisation de l'Occident dans les années 80. Le capitalisme industriel a investi l'Asie. Donc nous, on a perdu nos usines. Donc là, c'était produire et consommer pendant les 30 Glorieuses. On voulait produire et consommer. Sauf que, vous voyez, une fois que les usines sont parties et que le chômage se développe, c'est difficile de parler de produire. Donc dans les années 90-2000, le nouveau schéma mental, ça a été de dire on va consommer et se distraire. Donc on veut être comme en vacances partout et tout le temps. Alors vous allez dire, oui, mais ça, c'est on rêve. Mais je vous ai dit, l'idée, c'est la première strate de la matérialisation. Ça s'est matérialisé. Et c'est comme ça que dans les maisons, tout le monde a voulu terrasse, barbecue, piscine. Pourquoi? Parce qu'on veut se croire en vacances partout et tout le temps. Ça va impacter la grande distribution, puisqu'on rêve moins de l'hypermarché. On voudrait faire comme si on allait au petit marché de Provence parce qu'on est en vacances. Donc, la grande distribution va travailler à redécouper ses magasins, changer sa déco, mettre une ambiance de vacances dans les galeries commerciales avec des palmiers, des fontaines, des parasols, etc. Donc, etc., etc. Donc là, vous voyez, les élus, l'étalon, ça va être
on pourrait dire que vous êtes bien placé à ce moment-là, vous êtes désirable, puisque avant on rêvait de la ville, là on rêve de régions touristiques. On rêve du sud, de la côte, du bord de la mer. C'est ça qui devient le modèle. Et donc les élus qui voulaient attirer des chefs d'entreprise se sont mis à vouloir attirer des touristes. Et donc on va faire un aménagement touristique. Un aménagement touristique, vous comprenez bien qu'on ne va pas en vacances dans un lotissement, on ne va pas en vacances sur la rocade, on ne va pas en vacances dans la zone industrielle. Donc on va moins faire ça, on va chercher des coulées vertes, des trucs comme ça. Là, maintenant, vous allez avoir des gens qui arrivent dans vos communes qui veulent un autre monde. Et alors ça, c'est un impensé politique. C'est ça qu'il faut que nous commencions à réfléchir, c'est-à-dire, si les gens arrivent en disant « mais moi j'en ai marre, je veux un autre monde, je veux autre chose », ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un autre monde? Quel autre monde? Et comment, en tant qu'élu, on peut participer à matérialiser, à faire venir sur Terre, à faire atterrir quelque chose qui est encore une utopie. Utopique, ça veut dire topos, c'est comme topographie. Topos, ça veut dire le lieu. Donc utopie, ça veut dire ce qui n'a pas de lieu. Ça veut dire ce qui n'est pas encore matérialisé. Donc pour le moment, cet autre monde, c'est une utopie. C'est quelque chose qui n'est pas encore matérialisé, mais c'est quelque chose qui va se matérialiser et que vous, en tant qu'élu, dont vous pouvez soutenir la matérialisation. Donc vous voyez que les campagnes, pour moi, elles sont en train de rentrer dans une troisième ruralité. Il y a eu les ruralités paysannes, de l'ère paysanne, les ruralités modernes. Et puis aujourd'hui, il y a les ruralités, je dis bohème, je ne sais pas si c'est le mot. Vous voyez, il y a une espèce d'inversion. Dans les années 60, on adorait les campagnes productives qui s'industrialisent avec de l'agriculture moderne. Les autres, ils étaient archaïques. Et aujourd'hui, les paradis verts, ce sont les campagnes qui sont restées le plus dans leur jus paysan, c'est-à-dire qui n'ont pas été altérées par la modernité. Vous regardez les concours, le plus beau village de France, c'est simple, hein, c'est le village du Moyen-Âge. Il n'y a pas de zone industrielle, il n'y a pas de rocade, il n'y a pas de lotissement, il n'y a pas de zone industrielle, limite, il n'y a pas de fil électrique. Alors, par quel bout? Voyez, ça, c'est le grand schéma un petit peu global. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Par quel bout on prend l'affaire? Alors, notre société moderne est rentrée dans une phase chaotique. Ça veut dire que, vous voyez, normalement, dans une société, il y a des systèmes de régulation. Quand il y a un truc qui cloche, hop, il y a tout un tas de régulations qui se mettent en place pour que ça revienne à la normale. Je pense que maintenant, on a tous compris que ça ne revient pas à la normale du tout. Qu'il n'y a pas de régulation et que la situation devient de plus en plus chaotique. Et donc, quand on rentre dans le chaos, ça veut dire que le chaos ne peut pas être planifié. Ça veut dire que la solution ne va pas venir d'en haut. Parce qu'en haut, on attend un système hyper moderne. Vous voyez, par exemple, le projet de la France sur l'agriculture 2030, c'est génétique, robotique et numérique, quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, donc on est sur vraiment le projet hyper moderne. On pourra en reparler du ZAN. Pour moi, le ZAN, protéger les terres agricoles, très bien, mais pour le reste, c'est un projet plutôt hyper moderne. Donc, les gens attendent un autre monde et pas le monde hyper moderne. Donc, vous voyez que entre les attentes des gens et la réglementation, ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, dans ce cas-là, quand on ne sait pas par quel bout prendre l'affaire parce que ça devient chaotique, le conseil est de faire simple et d'espérer des effets papillons, c'est-à-dire des effets de stabilisation. Donc, faire simple en espérant que ce que vous allez mettre en place stabilisera un peu le système. Alors, pour faire simple, je propose de revenir aux besoins humains fondamentaux, les rappeler. Alors, vous connaissez la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle avait été faite en 1943 et elle a été revue et corrigée en 2010. D'accord ? Donc ça, c'est la correction de la pyramide de Maslow où ils ont rajouté les 3 du haut, puisque Maslow ne prenait pas en compte toutes les pulsions de reproduction qui sont pourtant dans les besoins humains, il mettait ça dans la physiologie. Donc, vous voyez, il y en a 7, ils sont concomitants, ce n'est pas une pyramide, d'accord ? On a besoin, par exemple, de postérité, même quand on a faim. D'accord ? Il n'y a pas de hiérarchie. Donc, on a des besoins physiologiques, on a besoin de maintenir notre santé, notre équilibre vital. Ensuite, on a des besoins de protection pour repousser toute forme de violence. Ensuite, on a besoin, je vous dis des banalités, on a besoin d'être aimé
par ceux qui vivent avec nous. Ensuite, on a des besoins d'estime, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être unique. On a besoin de ne pas se sentir un numéro jetable, d'accord ? Être unique, donc avoir un statut, une estime. Ensuite, on a des besoins de rencontre. On a des besoins de continuité. Ça explique aussi pourquoi les gens n'ont pas envie, quand ils ont un cadre de vie, de changer de cadre de vie parce qu'il y a un truc qui se construit à côté. Et enfin, on a des besoins de postérité. Alors, les besoins de postérité, vous voyez, ils sont multiples. Ils peuvent être très physiques dans le corps, c'est être parent. Il y a des dimensions très spirituelles, être éternel, ça c'est l'éternité. Et ce qui nous intéresse dans cette salle, en tant qu'élus, c'est l'immortalité, c'est-à-dire le besoin de chaque être humain de donner un sens à son existence, à s'inscrire, même petitement, dans son passage sur Terre. Alors, pour que ce soit... Alors, je propose 3 niveaux. Le niveau de la protection, protéger les corps. Donc, vous retiendrez, c'est sain. Qu'est-ce qui est sain? C'est tout ce qui maintient la vitalité des individus, que ce soit physique, psychologique, créatif, etc. Tout ce qui maintient la vitalité est sain. Deuxièmement, il y a des besoins de relations, mais pas des besoins de relations marchandes, parce que ça, de relations marchandes, on en a, mais plutôt des relations authentiques, c'est-à-dire ce qui est fait pas par intérêt, mais parce que c'est utile ou parce que c'est par grâce, on a besoin de se relier. Donc l'authenticité, c'est la sincérité. Tout ce qui est authentique, c'est ce qui n'est pas fait pour être photographié, vous voyez. Et puis enfin, on a des besoins de sens. Et vous voyez que le mot sens, il a 2 sens. Dans le mot sens, il y a à la fois une idée de direction et une idée de signification. Je vous propose quelques pistes pour essayer d'atterrir sur vos territoires, protéger, relier, donner du sens. Moi, je pense que, vous voyez, dans les années 90, les territoires désirables, c'était les territoires équipés. Dans les années 80. Dans les années 2000, les territoires désirables, ce sont les territoires qui font vacances, donc plutôt le cadre de vie. Moi, je pense que dans les années à venir, les territoires désirables, ce sont ceux qui vont satisfaire une dimension plus immatérielle de l'être, qui seront capables de protéger, de relier et de donner du sens. Et c'est ces pistes que je vous propose pour ne pas vous lâcher sans avoir essayé d'être un peu opérationnel. Alors, première idée, protéger les corps. Alors là, protéger les corps, bien sûr, grande révolution environnementale, grande révolution de retour d'une cohérence avec la nature. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas la quantité, mais est-ce que l'eau que je bois, elle est saine? Est-ce qu'elle ne me rend pas malade? Est-ce que ce que je mange, l'air que je respire, il est sain? Est-ce que les environnements chimiques dans lesquels je suis ne me rendent pas malade du cancer ou je ne sais pas quoi? Les environnements électromagnétiques, vous voyez? Donc, toute cette idée de protéger les corps. Donc, il y a une dimension grande révolution écologique, on va dire. Mais il y a aussi Cynthia Fleury, qui est une philosophe qui, elle, travaille dans les milieux hospitaliers, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce qui ne peut être volé », qui rappelle ce qui fait de nous des humains. Et elle dit, par exemple, mais ça nous intéresse, nous, en tant qu'acteurs de l'urbanisme, elle dit, par exemple, l'être humain, il a besoin d'une vue, il a besoin d'une perspective. Quand on dit « ma vie est sans perspective », vous comprenez, vous entendez, ça veut dire « ma vie, elle est sans avenir ». Eh bien, elle dit, la question de la perspective visuelle avec la perspective de vie, ça va de pair. Il n'y a que les hommes qui sont, les hommes ou les femmes d'ailleurs, les humains qui sont en prison, qui n'ont pas de perspective ni visuelle ni de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vue, la perspective. Elle dit également le silence. Le silence, les humains ont besoin de silence. Et pourquoi ils ont besoin de silence? Pour plein de choses. Parce que le silence, c'est à la fois, ça nous permet l'intériorité. Il y a des moments qui sont touchants, émouvants, des moments presque spirituels. Eh bien, on a besoin du silence pour s'intérioriser. C'est des moments importants, le silence permet. Le silence, il est nécessaire pour réfléchir. Quand on est dans un brouhaha permanent, on tombe malade. Et puis aussi, on a besoin du silence pour la vie démocratique ensemble. C'est-à-dire, si tout le monde crie tout le temps et s'il n'y a pas de possibilité de faire le silence, alors il n'y a pas de vie collective. Donc, la vue, la perspective, le silence. Cynthia Fleury dit également... l'humain doit pouvoir protéger naturellement sa santé, son équilibre vital, donc permettre aux gens de maintenir naturellement leur santé.
Elle dit également, l'être humain a besoin d'intimité, oui c'est ça, de liberté, c'est-à-dire être reconnu par des humains, oui, être tracé par des machines, non. Là, il n'y a plus de... Chacun doit pouvoir vivre sa vie de façon intime. Donc vous voyez que permettre au corps de se protéger, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des gens qui vont venir habiter dans les campagnes parce qu'ils en ont marre d'avoir des caméras de vidéosurveillance partout dans les communes urbaines où ils sont, où l'espace public est intégralement sous contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me souviens, je suis passée à Autun, une petite ville endormie au pied du Morvan. Ça ne vous paraît pas être le truc le plus dangereux du monde. Eh bien, quand vous arrivez à Autun, c'est marqué « Ville sous vidéosurveillance » et « Vidéo-verbalisation ». Ben, vous savez que quand vous arrivez dans une commune et vous avez ça comme panneau d'accueil, vous vous dites juste « Ça a l'air d'être un trou paumé, je ne pense pas qu'il y ait la vidéo-verbalisation, vous vous rendez compte ?» Enfin, vous voyez le décalage entre le cadre de vie, ce que les gens peuvent espérer vivre, et puis le modèle de société qui est préconisé dans le projet. Donc je pense qu'il faut faire attention, soyez vigilants ou conscients en tout cas de cela. Alors, permettre ensuite au cerveau d'adhérer. Ah oui, parce que dans la protection des corps, je fais une petite parenthèse sur les cerveaux. Parce que, en fait, la société hyper moderne est une société où il y a une telle accélération des rythmes sociaux, le temps, c'est instantané. C'est-à-dire, vous devez répondre tout de suite. On vous envoie un mail, on vous envoie je ne sais pas quoi, dans l'instant, on attend de vous, il y a un rythme frénétique. Et puis, vous voyez, quand vous sortez du boulot, il faut aller faire du sport, les enfants, ils font la piscine, le cours de musique, enfin, tout le monde est dans une vie complètement frénétique. Donc, on a un espace et un temps, on perd le sens de l'espace-temps tellement ça va vite. Et il y a beaucoup de travaux qui montrent la relation entre les rythmes et la santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand, il a étudié le temps dans la société moderne et il montre que l'accélération du temps, l'accélération du rythme social, c'est caractéristique de la modernité. Pourquoi ? C'est le système capitaliste, il veut que vous produisiez et que vous consommiez toujours plus. Donc on va ouvrir les salles de sport le soir, on va faire de l'activité la nuit, il faut que vous consommiez, que vous créez de la valeur, etc. en permanence. Vous ne pouvez pas rester à rien faire, vous voyez ? Et donc, Hartmut Rosa dit, dans le monde, il y a une loi d'équilibre. Et il dit que la société hypermoderne est une société frénétique. C'est-à-dire, on est agité de corps et d'esprit. On pense à 15 000 trucs à la fois. On est complètement agité du bocal. Donc, la société frénétique, dit-il, est une société figée. C'est-à-dire, si vous êtes frénétique de corps et d'esprit, votre mental ne peut pas réfléchir profondément. Vous êtes superficiel. Vous n'avez pas le temps de penser. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Donc, la société frénétique est une société mentalement figée. Et donc, nous sommes dans une société qui brasse de l'air. Et la preuve, dit-il, c'est que nous n'inventons plus rien, on brasse de l'air. Et donc, c'est l'inflation bureaucratique. Alors là, des rapports qui n'ont aucun apport. Des réunions. Les seuls buts des réunions aujourd'hui, c'est quasiment de coordonner des systèmes qui sont devenus énormes. Donc, on se réunit juste pour à peu près se mettre d'accord. Mais une fois qu'on est d'accord de savoir comment ça fonctionne, on n'a pas le temps de réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Hartmut Rosa dit « La société frénétique est une société figée ». Je vous encourage à lire un bouquin qui s'appelle « La société malade d'Alzheimer ». C'est-à-dire, il dit « Nous sommes égarés dans l'espace. Si on n'a pas de GPS, on est complètement paumé. D'abord, tout se ressent. » Ça, c'est un autre livre qui s'appelle « L'homme raisonnable » qui dit « On n'a jamais autant voyagé et pourtant on n'a jamais été aussi peu dépaysé. » C'est-à-dire, on va de l'autre bout du monde, mais au fond, tout le monde mange pareil, s'habille pareil, pense pareil. Il n'y a pas de dépaysement. Et pourtant, le dépaysement, c'est la rencontre avec une altérité, c'est le seul moyen d'évoluer. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans la même chose, vous n'évoluez pas. Donc, la société frénétique est une société figée. Ça veut dire que d'un point de vue urbanistique, il faudrait que vous soyez sensible au maintien de la diversité des paysages, par exemple. Vous voyez ? Comment vous pouvez réancrer les gens dans l'espace et dans le temps ? Parce que finalement,
une des réponses à ça, hein, c'est de faire de la méditation, c'est-à-dire je me réancre dans l'espace et le temps, c'est-à-dire ici et maintenant, plutôt d'être partout et nulle part. Je suis ici et maintenant, et quand je me pose, alors j'arrive à réfléchir. Moi, je dis toujours à mes étudiants, vous voulez changer le monde, commencez par vous poser. Parce qu'en l'état d'agitation dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas changer le monde. Vous voyez? Donc, permettre au cerveau d'atterrir. L'espace et le temps sont toujours reliés. Les mouvements slow, ralentir, sont toujours des mouvements de relocalisation. Donc, comment vous pouvez permettre aux gens de se réancrer dans l'espace et le temps à travers vos paysages, vos rythmes, etc. Permettre au cœur de se relier, ça c'est la relation authentique, la relation pour se relier. Donc là, moi je vous mettrai juste comme idée, qu'est-ce que l'espace public de demain? Michel Maffezoli dit, l'espace public de demain doit être dédié au nous, faire du commun, faire du collectif. Ça veut dire, il dit, c'est notre imaginaire, c'est la partie imaginaire et créative de notre cerveau qui va nous permettre de nous relier pour arrêter d'être des petits bourgeois comptables qui rationalisent tout. Et il dit, l'imaginaire c'est quoi? C'est le jeu, le rêve et la fête. Le jeu, le rêve et la fête. Et il dit, l'espace public de demain doit être dédié au rêve, au jeu et à la fête. Troisième idée, donner du sens. Donner du sens, redonner du sens à la vie humaine. Alors, moi, j'ai pas les réponses à tout, parce que c'est un grand travail collectif. Hein. Mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans vos territoires qui, eux, ont envie d'avoir une vie qui a du sens. Alors, il y a déjà un truc à retenir, c'est que dans le mot sens, je vous l'ai dit, il y a deux significations, direction et signification. Eh bien, il y a un truc très bête, hein, mais pour que ça prenne une signification, il faut que ça prenne une direction. Et pour prendre une direction, eh bien, il faut se repositionner dans le temps long. Si vous voyez vos problèmes dans l'immédiateté, il n'y a pas de solution, ça n'a pas de sens. Mais si vous vous racontez toute votre histoire personnelle, bien, simplement en prenant du recul et en ouvrant du temps long, vous donnez une direction. Eh bien, sur vos territoires, moi, je vous encourage, je dis toujours, il faut arrêter de faire du diagnostic territorial. Le diagnostic territorial, d'abord, le mot, ça s'appelle diagnostic, c'est un truc pour quand on est malade. Hein. On fait le diagnostic quand la voiture, elle est en panne, vous voyez. Et en général, le diagnostic, c'est quelques chiffres de l'INSEE, c'est ce qu'on a, en fait. Hein. Et puis, on les met bout à bout, mais on est d'accord d'avoir des données chiffrées quand il faut doser l'école, la cantine ou la station d'épuration, il y a besoin de données chiffrées. Mais en général, quand on fait un diagnostic territorial, on n'a pas besoin de tout ça et ça ne donne aucun sens. Il n'y a aucune profondeur. Vous avez un recul sur 5 ans. Ah ben d'accord. Mais votre bourg, votre village, c'est bien autre chose, vous comprenez? Moi, je dis toujours, les diagnostics territoriaux, c'est l'histoire de l'homme ivre sous le lampadaire de l'INSEE. L'histoire est la suivante, il y a un monsieur qui est saoul, il est autour du lampadaire, il cherche quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qui passe dans la nuit, puis qui lui dit, mais vous avez perdu quelque chose? Il dit, oui, j'ai perdu mes clés. Alors il dit, mais vous les avez perdues là? Il dit, mais je sais pas, mais c'est là qu'il y a de la lumière. Eh bien, vous comprenez, le diagnostic territorial, on est comme des hommes ivres sous le lampadaire de l'INSEE. On ne sait pas si ce sont les données intéressantes, mais c'est celles qu'on a. Vous comprenez? Et donc, moi, je vous encourage vraiment, si vous voulez donner du sens, c'est-à-dire une direction, il faut reprendre du temps long. C'est quoi l'histoire de votre commune? Comment est-ce qu'elle a vécu l'ère de la modernité? Comment est-ce qu'elle a vécu les 30 Glorieuses? Comment est-ce qu'elle a vécu l'époque du tourisme, vacances? Vous comprenez que vous, dans le sud, vous n'avez pas la même histoire que le nord-est. D'accord? Donc, et vous voyez qu'en reprenant du temps long, en vous réappropriant aussi, la transition, c'est aussi la revalorisation des mémoires paysannes. On va revaloriser toutes les mémoires, des chasseurs-cueilleurs, des paysans, des ouvriers, des histoires des ouvriers de la révolution industrielle. Revalorisation des mémoires. Tout à l'heure, vous aurez des très beaux exemples. Vous aurez des très beaux exemples avec une commune dont j'ai entendu déjà l'exemple qui va montrer ça.
Comment on donne du sens en revalorisant les mémoires et comment on va donner du sens collectif au bourg. Donc, plutôt faire une biographie territoriale. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Et puis aussi la créativité habitante. Alors, le problème dans la société moderne, c'est que l'habitant, c'est devenu un consommateur. Alors, on lui a dit, bah, tu t'occupes de rien, tu achètes le terrain, tu fais la maison et tu t'occupes de rien. Donc, on a un urbanisme qui a été fait par des professionnels de l'immobilier. Et puis, en tant qu'élu, moi, je suis élue de ma commune, donc je m'inclus dans le truc. Hein. En général, dans les PLU, bon, bah, il n'y a pas de projet de bourg ou de village. C'est plutôt la juxtaposition de programmes immobiliers. Un lotissement, plus une zone d'activité, plus ceci, plus cela. À la fin, ça ne fait pas un bourg ou un village. Hein. Ça fait une juxtaposition de programmes immobiliers. Donc, il n'y a pas vraiment de projet global, mais par contre, en tant qu'élu, on se venge sur le règlement du PLU, qui devient hyper tatillon. Pourquoi ? Pour protéger l'unité communale. Alors, distance à la rue, distance aux voisins, la pente du toit, pour être original. Mais vous avez vu le résultat. En réalité, une fois qu'on a rempli toutes les cases du truc, là, le seul truc qu'on a le droit de faire, c'est le pavillon le plus banal du monde. Et qu'au fond, pour protéger l'unité de la commune, on fait comme les voisins. Et donc, je vous encourage à réfléchir à ça. Moi, je prends l'exemple toujours dans une commune où il y a une construction très bizarre, quelqu'un qui a fait une espèce de mirador et tout, et puis un jour, la mère me dit, vous voyez Valérie, bien sûr, hein, la personne qui a fait ça, cette création-là, bien sûr, elle n'a pas demandé le permis de construire. Parce que si elle l'avait demandé, vous pensez bien que ça n'aurait jamais été accepté. La personne, elle a fait son œuvre d'art dans le milieu du bourg, et elle dit, maintenant, c'est le truc le plus remarquable du bourg. Voilà. Les gens disent, ah ben voilà, j'habite à côté de l'œuvre d'art du bourg, vous voyez. Donc, réfléchissons à la question de la réglementation, etc. Donc, vous voyez, pour conclure, je dirais qu'on est en train de passer d'un aménagement de Prométhée, qui est le typique de la modernité, à un aménagement, donc Prométhée, c'est la puissance, c'est le feu. Orphée, c'est un poète, à un aménagement plutôt orphique. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va passer d'une puissance technique à la question de la relation. Comment est-ce qu'on fait un urbanisme relationnel ? Plutôt que d'essayer d'apporter des réponses techniques, ce qu'on fait souvent dans les réunions, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser les bonnes questions sociales ? Ça, c'est un maire de la Nièvre qui m'a dit, on est en train de passer du temps des ingénieurs au temps des ingénieux. Je trouvais que c'était tout à fait juste. Comment on passe d'un urbanisme, c'est propre, c'est pas cher, c'est pratique, à c'est sain, c'est authentique et c'est beau. Comment on passe de l'idée de progrès à l'idée de soin, de l'avoir à l'être, comment est-ce qu'on va réfléchir plutôt à l'intention qu'on a plutôt que d'attendre de dire le résultat avant de commencer. Comment on passe du diagnostic à la biographie. Comment on passe du pratique à beau. Comment est-ce qu'on passe du futur au présent. Arrêter peut-être de penser le futur et la croissance, mais plutôt penser à un mieux présent. Et comment est-ce qu'on peut repasser du refoulement de notre passé paysan, notamment, au recyclage des mémoires. Je vous remercie de votre attention. On aménage le monde comme on envisage la vie. Donc ça, c'est un livre, et l'autre, c'est un petit livre. Mais il est accessible gratuitement en ligne. Si vous tapez Valérie Jousseau, on aménage le monde comme on envisage la vie, vous aurez un petit texte d'une 40aine de pages en ligne. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonjour à tous, merci Valérie pour cette conférence très riche. Je suis Cécile Rossi, je suis la directrice du SCOT de la Vallée de la Drôme. Si vous avez des échanges, des questions, des remarques à faire, c'est le moment. Oui, allez-y. Yves Duroux, je suis élu à la Répara au Riple. Alors, j'ai deux remarques. D'abord, c'est un vrai plaisir. Je ne regrette pas mon après-midi. La deuxième remarque, c'est que vous arrivez un peu tard dans notre SCOT, parce que là, il faut vous mettre tout par terre et il faut tout recommencer. et j'ai une troisième remarque, c'est que les 4 places qui sont là-bas étaient occupées hier après-midi pour le PADD. Et ces personnes-là, elles auraient bien fait d'être là cet après-midi. Voilà, c'est tout. Mais bon, il n'est jamais trop tard
Non, il n'est jamais trop tard. Non, il faut se dire qu'on est aussi dans un premier SCOT. Il y a toute la mise en œuvre qui va être là. L'objectif, c'est aussi de pouvoir, dans la mise en œuvre, initier des démarches, initier des initiatives qui vont permettre de pouvoir penser et aménager aussi différemment dans nos différentes communes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Oui. Moi, je fais partie du conseil syndical du SCOT et je ne suis pas aussi négative, c'est-à-dire que je pense que dans le SCOT tel qu'on l'a fait aujourd'hui, il reste des fils à tirer qui nous attirent vers ce monde désirable. Et la façon dont on a travaillé, dont on a commencé à travailler, je trouve, nous ouvre des possibles dans cette direction-là. Donc, bon, en revanche, là où on est un peu coincé, c'est que on peut être coincé entre nos désirs, c'est-à-dire le monde désirable pour notre vallée, tel qu'on la voit, nous, en tant qu'élus, et puis toute la réglementation qui nous contraint, quoi. Vous parliez de ZAN, par exemple. Alors, ZAN, c'est à la fois une excellente idée, et à la fois, c'est des trucs complètement carrés, complètement contraignants. Et je trouve que là, en tant qu'élu, et en tout cas dans le cadre du SCOT, c'est là qu'on est coincé, quoi. Ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a on appelle ça dans les sciences humaines et sociales un instant Poliani, parce qu'il y a un auteur qui s'appelait Poliani qui avait décrit ça. C'est que quand on est dans un moment de bascule, tout le système socio-technique, il est bloqué. C'est-à-dire que c'est vrai dans l'urbanisme, mais c'est vrai encore plus peut-être dans l'agriculture. Vous voyez, dans l'agriculture, il y aurait besoin d'une grande transformation pour une agriculture désirable par tous, mais qui n'a pas lieu. Et donc, on a les agriculteurs qui sont tenus entre une hypermodernité qui leur est imposée par la réglementation, parce que toute la règle juridique, bancaire, etc., elle est faite pour la modernité. Donc, tous les instruments, et comme je vous l'ai dit en plus, on pourrait dire que les pouvoirs souhaitent aller vers cette hypermodernité. Donc, on pourrait presque dire que la réglementation se radicalise presque dans une tournure hyper moderne. On a un urbanisme qui a tendance à être quasiment planifié. Aujourd'hui, on peut dire quelle est la marge de manœuvre en réalité sur le terrain. Elle est quand même très mince. Donc il faut bien comprendre ça, qu'on est dans un moment où il y a une transition, mais qu'il y a une grande résistance du système moderne et donc un blocage socio-technique. Et donc toute la réglementation, c'est pour ça que moi je dis, pour moi le ZAN, mais après... Moi, je parle très librement, je suis universitaire et je dis que parfois, il faut qu'il y ait des gens qui disent les choses tout haut. Moi, je trouve que le zéro artificialisation nette, il y a un truc un peu nouveau, c'est on dit, bon, on arrête le côté open bar sur les terres agricoles. Ça, il n'y a personne qui va être contre. On dit, ben oui, effectivement, il faut qu'on y réfléchisse. Mais à part ça, dans le ZAN, il n'y a absolument aucune transition, il n'y a aucun projet nouveau. Je veux dire, le système immobilier... Ce qu'on nous vend, au fond, c'est au moment où les gens ont envie de retourner dans la campagne et dans la nature, on nous dit non, il faut faire un modèle urbain. C'est-à-dire tout le monde habite dans le village. Il n'y a aucune réflexion sur notre relation à la nature. Est-ce qu'on peut habiter la nature sans la dégrader ? Après tout, il y a des gens qui veulent, je caricature peut-être un peu, mais il y a des gens qui ont envie d'habiter dans une cabane dans les bois en autonomie. Bon, alors peut-être on ne peut pas répondre à ça, mais on n'y réfléchit même pas. C'est-à-dire l'habitat léger. L'habitat complètement recyclable. Je ne sais pas, les maisons en terre, ou une fois que les... Vous voyez, le ZAN, à part dire il faut économiser les terres agricoles, où là, il y a vaguement un truc nouveau, sinon, le ZAN, c'est vraiment un modèle de ville urbain pour tous. C'est-à-dire, c'est au moment où les gens ont envie d'aller habiter dans la campagne qu'on leur dit non, on va faire du petit collectif dans les centres-bourgs. Et vous êtes une région dynamique comme la région d'où je viens, la région nantaise. Eh bien, dans la région nantaise, après avoir modernisé et banalisé toutes les périphéries des villages par des lotissements qui correspondaient aux besoins d'individualisation d'une époque, eh bien là maintenant, le système immobilier s'attaque à la modernisation, banalisation des cœurs de bourg. C'est-à-dire que tout le monde va avoir le même cœur de bourg puisqu'on va raser des pâtés de maison pour faire des petits collectifs R+2, +3. Il n'y a rien de nouveau là, vous voyez ? On passe des tours au pavillonnaire, maintenant... On va faire du 2-3 étages, mais il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition. On est dans le modèle immobilier moderne.
Donc c'est difficile, mais le premier pas, c'est de prendre conscience qu'on est dans un système socio-technique qui est bloqué et qu'il y a de plus en plus d'écart entre les désirs des gens et la règle. Oui, moi, il y a toujours, dans la démarche, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on ne parle pas jamais d'architecture. C'est quand même le nerf de la guerre. Et il y a des pays, notamment la Suisse, où on a très bien su construire des immeubles qui ne sont pas des immeubles, qui sont des chalets, qui sont intégrés. Pourquoi est-ce que chez nous, quand on veut faire sur 1 hectare, aujourd'hui, le SCOT, il nous dit, le PLU, il nous dit, sur 1 hectare, vous allez pouvoir faire 12 lots. Ça veut dire quoi, faire 12 lots? Enfin, on continue à faire du pavillonnaire. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du village intégré? Oui. De la belle architecture. Oui. Alors ça, je ne vais pas vous répondre à la question du pourquoi. Par contre, vous avez tout à fait raison sur le constat. Sur le constat, en France, alors je ne saurais pas trop expliquer. Alors, je pense qu'en France, vous savez, d'un point de vue philosophique, on est le foyer des Lumières, donc on est et puis sur la Révolution française, on pourrait dire que la France, c'est le foyer de la modernité, dans son aspect idéologique. Et je pense que la France est très marquée par une idéologie moderne. C'est-à-dire qu'en France, si on dit on voudrait faire un petit village, on voudrait faire du neuf, mais un esprit village, on va lever les bras au ciel en disant « Oh, tu fais du pastiche !» Et pour des architectes, c'est le comble de l'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire des merdes sur 50 carrés. Non, mais moi, je ne sais pas. Alors, par contre, vous avez la chance dans votre région, c'est qu'à l'école d'architecture de Saint-Étienne, ils ont été très avant-gardistes, on pourrait dire, parce qu'il y a une bonne dizaine d'années, peut-être une douzaine d'années maintenant, il y a un groupe d'architectes, de profs d'école d'architecture qui a créé un truc de recherche qui s'appelle RPS, donc Espace Rural et Projet Spatial. Et c'est la première école d'architecture qui a réintégré la question rurale dans les écoles d'architecture. Parce qu'il y a 12 ans, à part faire la métropole et des immeubles d'un trait d'artiste, dans les écoles d'architecture, ils n'étudiaient pas du tout la question rurale. Donc, il y a Saint-Étienne, et puis, donc ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Et puis, il y a un autre, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous ne connaissez pas, je vous le dis, dans la région Bretagne, il y a une association d'élus qui s'appelle Bruded. Ça veut dire Bretagne rurale, urbaine, développement, je ne sais pas quoi. Donc, Bruded, et vous allez voir, c'est des associations de communes, donc vous pouvez adhérer en tant que commune. Et là, c'est comment on appelle ça, ils font des expériences innovantes d'un point de vue de l'urbanisme, par exemple, et ils partagent. Par exemple, si on fait une maison communale, si on fait une salle municipale par des chantiers participatifs, comment je fais pour la truc décennale, les assurances décennales, comment je fais pour les normes, les accidents de chantier. Par exemple, Bruded, ils ont réglé cette question-là, puis vous avez le dossier. Je voudrais faire la mairie en paille. Est-ce que je peux accueillir du public dans une truc en paille? Et donc, Bruded, c'est une association qui vraiment organise un peu tout ça pour justement faire du partage d'expériences sur un urbanisme innovant, nouveau, qui sort un peu des cadres et donc auquel on n'a pas de réponse, soit bancaire, soit juridique, soit administrative. Voilà. Oui, Mathieu Cornet, je suis architecte. Ça existe, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, en tout cas, on est deux. On est architecte du territoire dans la vallée. Donc, je suis obligé de réagir. La première chose, c'est que moi, je bois du petit lait en vous écoutant. Vous arrivez à des conclusions qu'on perçoit sur le territoire depuis, personnellement, 20 ans que j'exerce ici. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec certaines difficultés que je pourrais résumer de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a une perception des territoires en général qu'on s'est adapté dans un territoire local qu'on connaît comme celui-ci. Mais on est entravé dans notre pratique pour plein de raisons. Moi, je dis toujours aux élus qui nous payent des honoraires, vous savez, vous nous faites travailler à 5% de nos compétences. Parce qu'on est capable d'anticiper des formes urbaines, de paysages et d'habitat qui sont dans nos registres classiques.
Et on est capable de se projeter à 30 ans sans difficulté. On est formé pour ça. Et aujourd'hui, on recense de plus en plus d'architectes qui viennent travailler dans la région. Là, on peut dire qu'on est une quarantaine de professionnels entre le Diois et l'Oriol et le Rhône. Et souvent, c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'on est aux côtés de nos élus qu'on aime pour les fonctions qu'ils ont, parce que ce sont nos interlocuteurs privilégiés et des gens avec qui on veut établir un dialogue constructif et de coopération. Mais on est entravé par des difficultés culturelles, des difficultés de capacité de projection dans l'espace, mais ça encore on peut y arriver, mais dans le temps ça c'est beaucoup plus difficile pour eux, et par du réglementaire qui vient complètement contrarier nos champs de compétences, et c'est extrêmement frustrant parce que la compétence est là et elle est inexploitable, et ça fait 20 ans que j'essaye et je ne sais pas comment faire passer ce message qu'en fait, en étant très modeste, on peut faire un urbanisme extrêmement classique et hérité du siècle dernier, tout en intégrant une architecture extrêmement contemporaine et au goût du jour. C'est impossible de faire passer le message culturellement et même dans les textes. Voilà, donc je ferme ma parenthèse. Alors là, moi, je vais faire la transition, je pense, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous sur... mais je pense qu'avec la période où on se trouve, je pense que beaucoup d'esprits s'ouvrent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut comprendre que sur les territoires, il y a des gens qui sont dans le champ de l'imaginaire de la modernité, il y a des gens qui sont dans le champ de l'imaginaire de l'hypermodernité. Bon, en général, ils ne viennent pas trop habiter le rural. Et puis, il y a des gens qui sont dans la transition. Et il n'y avait pas forcément de... Notamment, je dois le dire, les élus. En général, les élus sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vécu toute leur vie dans le champ de l'imaginaire de la modernité glorieuse. Et il y a beaucoup d'élus qui sont encore là-dedans et puis qui ne voient pas nécessairement complètement les changements et les attentes et d'où des incompréhensions. Mais je vais faire la transition. C'est que je pense que la réponse enfin, je ne sais pas si c'est la réponse parce que ce n'est pas une question, c'est un constat. Je suis complètement d'accord avec vous, mais on va avoir des réponses. Parce qu'un urbanisme low-tech, local, et puis et comment on peut faire des choses qui ont du sens, des choses qui sont belles et des choses qui ne coûtent pas forcément hyper cher sur les territoires, on a des très bons exemples. Donc je pense que les élus pourront s'inspirer de choses qui se font. Moi je dis toujours aux gens de l'Ouest, je ne sais pas si je peux dire ça à vous, je ne connais pas assez bien la Drôme, mais les gens de l'Ouest, vers chez moi là, nous sommes restés paysans jusque dans les années 70-80. On est vraiment, vous voyez, du Pays Basque jusqu'à la Bretagne, en passant par la Vendée, c'était des campagnes très paysannes qui se sont réveillées très tardivement. Et puis les années 90, ça a été un peu notre tour. La modernité a investi la façade atlantique et ça a été le réveil de Bordeaux, de Nantes, de Rennes, les Vendéens, voilà. Aujourd'hui, les Vendéens et les Bretons, ils ont tellement d'industrie qu'ils embauchent des chômeurs du nord de la France. Donc, en fait, dans l'ouest de la France, ce sont des gens qui, pour le moment, tout va bien. Tous les indicateurs sont au vert. Et donc, dans l'ouest de la France, on ne se rend pas compte que la modernité est en train de s'effondrer. Et ils ont l'impression qu'ils sont en avance. Et j'essaie de leur dire, attention, ne vous accrochez pas trop au rêve de la modernité parce que tout passe. Il va passer. Et je pense que les territoires qui sont aujourd'hui dans la difficulté ont mis en place des réponses qui seront tout à fait fondamentales et qui seront tout à fait avant-gardistes. Et notamment dans des territoires où justement on n'est pas forcément très nombreux, on n'a pas forcément beaucoup de budget. Eh bien, je pense que ce sont des territoires qui vont nous apprendre beaucoup de choses sur l'urbanisme et le commun et le collectif dans les années à venir. Donc, ne nous accrochons pas à des modèles de société. Là, je pense que le monde est en train de changer et donc la façon d'aménager le monde va changer et que nous avons beaucoup à apprendre et à revoir et à nous inspirer pour justement apporter des réponses localement à des détresses ou à des désirs, en tout cas, parlons pas de détresse, soyons utopistes de comment se protéger, comment se relier et comment faire que notre société ait du sens aujourd'hui et dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Vous permettez ? Oui, allez-y. Plan de paix, un petit village.
est-ce que je pourrais penser que ce que vous venez de décrire sur la Vendée depuis le Pays Basque jusqu'en Bretagne, cette nouvelle industrialisation, est-ce que je peux m'autoriser à penser que ce n'est pas la volonté du peuple, c'est la volonté de la finance mondiale? Est-ce que vous m'autorisez à penser ça? Alors, c'est un peu une rencontre entre les deux. Vous voyez, moi, par exemple, si on change d'époque, Nantes, vous savez, a fait fortune, la beauté de la ville de Nantes, elle a fait fortune sur le commerce colonial. Vous comprenez bien que pourquoi Nantes, c'est pas parce que Nantes elle avait un talent spécial, c'est pas parce que les commerçants nantais avaient un talent spécial, c'est parce que en l'an 1600, l'Europe s'est retournée vers l'Amérique et donc Nantes se trouvait sur cette façade-là et donc elle était au bon endroit au bon moment pour cette période. Eh bien, je dirais que en ce moment, le dynamisme du Pays Basque, de la Bretagne, de la Vendée, c'est que le système, la modernité, le capitalisme se nourrit de l'authenticité. Donc, il s'est nourri de l'authenticité de la Provence dans les années 60, 70, 80. Et puis, quand cette authenticité a été ravagée par des nouveaux rapports sociaux, eh bien, on a dit « Oh, le Sud-Est, c'est plus ce que c'était, c'est pas très sympa, ils sont un peu comme ci, comme ça. » Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas, les Basques! Ambiance rugby. Qu'est-ce qu'ils sont sympas, les Bretons. On va danser le fest-no, c'est très sympa, c'est authentique. Mais alors évidemment, les Bretons, les Basques se saisissent de l'opportunité, ils se disent tiens, c'est bien, tout le monde nous aime, ils nous trouvent formidables. Mais effectivement, ils sont en train de se faire vampiriser cette authenticité qui reste d'une société paysanne. Et je pense que malheureusement, à ce moment-là, les gens ne s'en rendent pas compte que c'est ça qui est venu y chercher. Et donc, on ne le protège pas. Et puis, une fois que la société a été complètement marchandisée, que tout le monde est devenu un bourgeois gentilhomme et en voulant faire son petit business, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de plaisir. Et donc, le système dit, ils sont pas... Les Bretons, ils sont... Et puis, ils vont aller chercher d'autres énergies pour se nourrir. Vous comprenez? Donc, je suis d'accord avec vous. C'est mon ressenti personnel, c'est que la finance mondiale gère l'humanité. Oui. On n'est plus maître de notre pensée. Oui. Parce que malheureusement, la finance mondiale nous a complètement anesthésiés. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut... oui. Alors, je vous encourage à lire le livre de Hartmut Rosa, qui, lui, a étudié, vous savez, les rythmes sociaux dans les sociétés modernes. Et il a dit que la solution... Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Résonance ». Et il dit que ralentir ne suffira pas parce que le problème, le cœur du problème, c'est justement ce système qui veut toujours faire du business. On veut toujours être gagnant. En fait, une des caractéristiques de la société moderne, c'est qu'elle veut toujours prendre sans rien donner. Vous voyez? Donc, c'est une relation déséquilibrée. Je prends, mais je ne donne rien. Je veux toujours gagner. Nous sommes des petits businessmen. Et donc, Hartmut Rosa dit, cette vision des choses qui manque d'équilibre, on ne donne pas, on ne fait que recevoir, eh bien, c'est une vision froide, hostile, prédatrice. C'est pour ça que nous sommes en déséquilibre dans la relation au monde entier et avec la nature. Et donc, il dit, il faut que nous retrouvions, c'est-à-dire se libérer de mais vraiment dans nos cerveaux, dans nos façons de penser, se libérer de cette vision prédatrice des choses, donner, recevoir, mais donner. Et comment on rétablit une relation de recevoir et de donner? Comment on rétablit des relations gratuites avec la nature? Est-ce qu'on peut voir la nature sans voir une scierie, un business à faire là-dessus, quoi? Et donc, je vous encourage à lire ce livre qui s'appelle « Résonance » parce que justement, il donne des réponses justement qui nous font sortir de ce modèle culturel de la modernité. Je voulais juste vous dire une chose là-dessus, à ce propos, quand vous parliez tout à l'heure des différentes époques. Au Moyen-Âge, le pouvoir de puissance était mystique. Il était à travers Dieu. On voyait le pays à travers le roi de France qui représentait la divinité, qui était même plus que la représentation, il était son incarnation. À l'heure actuelle, la puissance s'exprime à travers l'argent. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais cet argent, oui. Alors Emmanuel Todd dit la société paysanne, c'est l'homme qui croit en Dieu. La modernité, dans un premier temps, elle va supprimer l'éternité, mais elle va garder l'immortalité. Donc il dit, Emmanuel Todd, dans un premier temps, c'est là où est encore l'ouest de la France. Dans un premier temps, on est un peu libéré de Dieu, alors on se croit soi-même tout puissant, c'est l'homme qui croit en l'homme. Mais vient la phase suivante,
Et là, notre société, elle en est là, c'est le nihilisme, c'est-à-dire c'est l'homme qui ne croit plus en rien. C'est-à-dire aujourd'hui, je mets toujours tout le monde au défi dans une salle de dire quel est le but, le dessein collectif de notre société hyper moderne. Si quelqu'un me dit son sens et son but, parce qu'on est dans une société totalement nihiliste et donc qui ne satisfait plus les besoins humains fondamentaux. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça ne fait plus rêver. C'est-à-dire, vous n'êtes plus protégé, vous n'êtes plus relié et votre vie n'a plus de sens. Mais c'est pour ça que ça devient dystopique et ça ne fait plus rêver personne. Et c'est pour ça que ce modèle hyper moderne n'existera pas. Il ne peut pas fonctionner. Merci beaucoup Valérie pour votre intervention et pour vos échanges.